Bonjour, bienvenue sur le podcast Baris Pulse. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Laurent Alexandre, spécialiste en intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Baris Pulse. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sujets très sensibles, notamment est-ce qu'il faut encore faire des études? L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va remplacer les médecins, les avocats et même voir peut-être les humains eux-mêmes? Et surtout, est-ce que nous sommes en train d'entrer dans une société où seuls les plus intelligents vont survivre? Ces questions provocantes, dérangeantes, sont le fruit du travail de mon invité du jour. Il est chirurgien urologue, il est diplômé d'ENA, il est aussi entrepreneur avec la création de Doctissimo. Il est aujourd'hui l'un des observateurs les plus clivants de l'intelligence artificielle. Il est même nommé futurologue. Il est aussi auteur de plusieurs essais sur l'intelligence artificielle, la démocratie et la transhumanisation. Il défend une vision radicale, celle d'un monde où l'IA va bouleverser l'éducation, exploser les inégalités et peut-être même transformer la nature humaine. Monsieur Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. Je ne me suis pas trompé, ça va? Alors, monsieur Laurent Alexandre, vous dites que vous dites aujourd'hui aux jeunes de ne plus faire d'études. Est-ce un réel conseil ou c'est plutôt provocateur? Non, avec Olivier Babot, ce que nous expliquons dans Ne faites plus d'études, nous y adhérons. Nous pensons effectivement qu'en dehors de quelques cursus d'exception, il n'est pas raisonnable aujourd'hui de faire des études dans la plupart des cursus. Avoir un master en sociologie aujourd'hui, c'est la promesse d'être équipier chez McDonald's, laveur de carreaux ou livreur Uber Eats. Le bac+5 n'est plus la promesse d'être cadre supérieur ou de cadre dirigeant, c'est aujourd'hui une tâche sur un CV dans de nombreux cas. On n'est pas le seul à avoir cet avis. Aux États-Unis, beaucoup de gens comme Sam Altman, Elon Musk, on pourrait multiplier les exemples, sont convaincus que les études sont inadaptées à l'époque actuelle. D'ailleurs, le Financial Times, il y a quelques semaines, a fait un grand dossier sur les études à l'ère de l'IA. Et le conseil final de la journaliste vedette du Financial Times, c'était « Si vous êtes pris dans l'une des 20 meilleures universités au monde, allez-y. Si ça n'est pas le cas, réfléchissez bien. » On pourrait ajouter que faire des études dans une fac poubelle en 2026, c'est passer plusieurs années à apprendre des choses pas très utiles au moment où les opportunités de création de business autour de l'intelligence artificielle sont les plus importantes. C'est finalement prendre le risque de louper le coche et d'arriver une fois que les meilleures places, les meilleurs business ont été pris. Est-ce que vous avez conscience, monsieur Laurent Alexandre, que certains peuvent vous trouver dangereux avec vos propos? Je me fous de ce qu'on pense de moi et mon diagnostic sur la décrépitude de l'université que j'ai commencé vers les années 2010. Oui. Mon constat est de plus en plus juste. Et l'université est aujourd'hui, dans beaucoup de cas, une impasse parce qu'elle ne s'est pas modernisée, elle n'a pas changé ses méthodes pour les adapter à l'intelligence artificielle et puis elle n'a pas réfléchi au changement des métiers. C'est-à-dire, certains des métiers auxquels forme l'université vont être radicalement changés, sans forcément disparaître, et l'université continue à former comme si on était en 1995. Donc le constat sur l'inadaptation de l'intelligence artificielle, je le maintiens, même s'il n'est pas politique correct, et je n'ai pas du tout d'hésitation d'affirmer que si j'avais 18 ans aujourd'hui, je ne ferais pas d'études. Je suis passé par Sciences Po, HEC, l'École nationale d'administration, et j'ai fait 11 années d'études pour avoir la qualification en chirurgie. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne ferais pas tout ça. Faire médecine aujourd'hui n'a aucun sens. Les études de médecine ne sont pas du tout adaptées à l'ère de l'intelligence artificielle. Contre aux autres cursus que j'ai faits, je ne les ferai pas non plus. Aujourd'hui, je créerai ma start-up à la sortie du bac. Donc du coup, si tout le monde a accès à l'intelligence artificielle aujourd'hui, pourquoi vous parlez que des inégalités au niveau de l'intelligence? Si tout le monde y a accès, si tout le monde peut avoir, je sais pas, ChatGPT, Cloud, pourquoi est-ce qu'il y aura cette inégalité? On pose quelle question à ChatGPT ou à Claude quand on n'est pas très intelligent et pas cultivé? Et on fait quoi de la réponse?
Évidemment que n'importe qui peut avoir des centaines, des dizaines, bientôt des centaines de pages sur les sujets les plus complexes. Mais quand on n'a aucune culture scientifique et aucune culture générale, qu'est-ce qu'on fait de 300 pages de physique quantique écrites par ChatGPT ou par Claude en quelques instants en 2027 ou en 2028 ? Quand on n'a aucune culture scientifique, que va-t-on faire d'une thèse écrite en quelques instants par Claude ou par la future version de ChatGPT sur de l'astrophysique ou sur de la biologie moléculaire? On n'en fera rien. On ne comprendra même pas le texte. Donc oui, l'intelligence est banalisée, mais comprendre ce que produit l'intelligence artificielle nécessite d'être intelligent et cultivé. D'autre part, savoir orchestrer les intelligences artificielles, qui va être le seul métier qui va rester, suppose d'être intelligent. Si on n'est pas intelligent, pas cultivé, pas innovant, on ne saura pas organiser les intelligences artificielles. Or, le seul métier qui va rester, c'est l'orchestration des intelligences artificielles. Les médecins ne feront plus d'ordonnances, ils ne feront plus de diagnostics. Ils orchestreront, ils organiseront des intelligences artificielles. Pareil pour l'avocat, pareil pour le manager. Donc, il y a une prime importante, plus importante que par le passé, aux gens intelligents à l'ère de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'un des derniers prix Nobel d'économie a déclaré il y a 48 heures que l'intelligence artificielle allait augmenter les écarts et allait favoriser d'abord aux gens les plus intelligents et les plus innovants. Je partage parfaitement ce constat qui est triste et que je regrette, mais qui est une réalité. Donc concrètement, aujourd'hui, est-ce que le diplôme, c'est ce que vous dites, est-ce que le diplôme est en train de perdre face au QI et à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Le diplôme ne vaut plus grand-chose. Il reste quelques diplômes d'exception. Quand on est diplômé de Cambridge, quand on a fait Polytechnique en France, quand on a fait Normal Sup, quand on a fait Harvard ou le MIT ou Berkeley, on a un diplôme qui signifie quelque chose. Quand on a un diplôme d'économie dans une fac poubelle française, ça vaut rien. Parce qu'on a donné le bac à tout le monde, on a laissé tout le monde rentrer à l'université, y compris les gamins qui étaient moins malins, moins motivés, moins courageux, moins travailleurs, et on finit par leur donner des diplômes qui sont des médailles de chocolat et qui n'ont aucune valeur. Donc le diplôme se dévalorise, c'est pas spécifique à la France, c'est présent dans beaucoup de pays. Le niveau des étudiants baisse. Aux États-Unis, le quotient intellectuel des étudiants, il a baissé de plus de 15 points en quelques décennies parce qu'on a laissé rentrer à l'université tout le monde par démagogie ou parce que les universités voulaient multiplier les inscriptions payantes. Donc concrètement, un étudiant moyen équipé d'une IA, peut-il dépasser un étudiant de Normal Sup, par exemple? La réponse est non. Un étudiant moyen avec une IA fera mieux qu'un étudiant moyen sans IA, mais un étudiant moyen avec une IA ne va pas dépasser un jeune polytechnicien ou un jeune diplômé d'Harvard parce qu'il ne comprendra pas ce que va produire l'IA. Et donc, il ne saura pas manager en se servant de ce que l'IA a produit. Vous voyez, monsieur Laurent Alexandre, on disait déjà qu'avec Internet, que tout allait changer et tout être nivelé, alors que vous voyez, les élites, elles sont toujours là. Concrètement, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à Internet? Ça accentue un phénomène qu'on a déjà vu avec Internet. Quand Internet a été créé, les intellectuels de Californie étaient persuadés qu'il n'y aurait plus d'inégalité intellectuelle. C'est-à-dire que l'Internet allait égaliser le niveau de tout le monde, puisque tout le monde aurait accès à toute la culture mondiale, à toute l'information mondiale. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de nivellement. Internet n'a pas supprimé les inégalités cognitives. Avec l'intelligence artificielle, on a le même mécanisme et on aura la même désillusion qu'on a eue avec Internet. Donc, est-ce qu'on va vers une élite cognitive et vers une masse dépassée? On l'a déjà. Il y a déjà une élite cognitive. Mais le fait nouveau, c'est que le monde que crée l'intelligence artificielle est très complexe et qu'il y a une prime pour les gens intelligents et innovants par rapport aux gens moins malins et moins innovants. Et cette prime, elle augmente parce que l'intelligence artificielle banalise l'intelligence d'un côté,
mais de l'autre côté, elle crée un monde très complexe que peu de gens arrivent à comprendre. D'être policier, c'est pas ultra compliqué. D'être policier en 1950, tout le monde arrive à comprendre ce qu'est un voleur, un méchant, et il n'est pas très très compliqué d'être gardien de la paix. À l'ère des cyberattaques, d'être policier luttant contre les cyberattaques, c'est très très compliqué. Il faut une bonne culture mathématique, une bonne culture numérique, une bonne culture de l'IA, c'est beaucoup plus compliqué. On pourrait multiplier les exemples. Des métiers qui étaient relativement simples jadis deviennent plus compliqués à l'ère du numérique et à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc oui, le décalage entre les gens qui ont plus de facilité cognitive et les autres, il va hélas augmenter, et la société n'a pas commencé à réfléchir aux moyens de réduire les inégalités cognitives, et ça n'est pas facile. Si on pouvait supprimer les inégalités intellectuelles entre les individus, ça se saurait. On est obligé de constater que les inégalités sont toujours là. Ils sont là, ils vont continuer. Et le fait nouveau, c'est que ces inégalités-là sont encore plus importantes à l'ère de l'IA. Parlez, vous voyez, très souvent de guerre des intelligences. Est-ce une image, du coup? Pas du tout. Il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis. La Chine, par la voix de Xi Jinping, a affirmé vouloir, grâce à l'intelligence artificielle, devenir la première puissance mondiale dans les années 2040. Sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan industriel, sur le plan financier, grâce à l'intelligence artificielle, donc. Il y a une guerre entre les producteurs d'intelligence artificielle. Sam Altman, le créateur de ChatGPT, et Dario Amodei, le créateur de Claude, ne se sont même pas serré la main au forum de New Delhi. Ils ont refusé de se serrer la main. Ils sont dans une guerre terrible. On pourrait aussi citer la guerre qui oppose Sam Altman et puis Elon Musk, qui d'ailleurs arrive dans les tribunaux ces prochaines semaines. Donc on a une guerre cognitive entre les États-Unis et la Chine. On a une guerre entre les différents producteurs d'IA. Et puis, on va avoir une guerre entre les humains pour piloter les IA, et entre les humains et les IA. Donc, la guerre des intelligences n'est plus une image, c'est la réalité de notre monde où on produit de l'intelligence quasi gratuite en quantité industrielle. Et on commence à voir les conséquences de cette guerre des intelligences sur des choses très intimes, par rapport notamment à nos enfants. Alexander Wang, le plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire, qui a été embauché par Mark Zuckerberg pour gérer la superintelligence artificielle chez Meta Facebook, a déclaré l'été dernier devant les journalistes: j'ai décidé de retarder mon premier enfant, j'attends que les dispositifs d'augmentation cérébrale soient parfaitement au point, parce que si je faisais un bébé aujourd'hui, je serais un père indigne, car il n'aurait aucune chance face à la super intelligence artificielle qui existe. On voit bien que cette guerre des intelligences n'est plus un slogan. Ce n'est plus le slogan de mon livre d'il y a 10 ans. C'est une réalité de tous les jours. Nous rentrons dans une guerre des intelligences entre intelligence artificielle, entre États qui contrôlent les intelligences artificielles et entre humains. Donc concrètement, aujourd'hui, vous dites que l'intelligence artificielle est plus intelligente que la plupart des humains. Que tous les humains. Que tous les humains. Y a-t-il un humain qui est capable, en 3 secondes, d'écrire une synthèse sur ce que Kant aurait pensé de 2026 ? Impossible. Et capable, 3 secondes après, d'écrire en brésilien un essai sur l'évolution de l'économie des pays d'Amérique latine à l'ère de l'IA. Non, c'est impossible. Puis d'écrire en javanais, en indonésien, la recette du kouglof. La réponse, non. Les êtres humains ont des intelligences qui sont très limitées, qui sont très sectorielles. Aucun humain ne connaît toute la science, toute la culture, toutes les matières. Un médecin connaît une petite partie de sa spécialité, et aucun médecin sur Terre ne connaît une spécialité médicale entière.
Moi, quand j'ai arrêté la chirurgie urologique, je connaissais 20% de ma spécialité à peu près. Et aujourd'hui, c'est encore pire à cause de l'explosion du savoir médical et de la production très rapide d'études scientifiques en continu dans tous les domaines. Donc, non, notre dépassement, il a déjà eu lieu. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si on est dépassé. La question, c'est comment adapte-t-on la société à ce dépassement et surtout comment évite-t-on une société à deux vitesses, parce que les élites cognitives vont s'en sortir très bien, d'ailleurs elles sont de plus en plus riches. En revanche, les classes moyennes et populaires risquent un phénomène de gilet jaunisation à accélérer parce qu'elles n'ont pas les outils leur permettant d'être les orchestrateurs, les organisateurs de ce nouveau monde. Et comme l'université envoie nos gamins au casse-pipe, il n'y a pas de prise de conscience et il n'y a pas d'adaptation du système éducatif au nouveau monde. Et bon, vous en tant qu'expert, mais du coup, les gens, les humains, eux, ils surestiment ou sous-estiment l'intelligence artificielle aujourd'hui à l'instant T? Sous-estiment. D'abord parce que les gens utilisent souvent des vieux modèles. Ouais. Ils utilisent des versions gratuites. Ouais, et plus génériques aussi. Ils utilisent des versions, souvent ils ne mettent pas à jour leur version, et puis ils n'utilisent qu'une toute petite partie des fonctionnalités. Et aujourd'hui, la cavalcade technologique la plus rapide, elle est sur l'agentique, elle est sur les agents d'IA, et l'immense majorité des gens ne se servent pas des agents, ne savent pas comment fonctionne l'univers OpenClaw, Molbook, ne savent pas comment fonctionne Claude Cowork, Claude Code, etc. etc. Donc, les gens sous-estiment l'IA parce qu'ils utilisent des vieilles versions et ils n'utilisent pas les fonctionnalités avancées. Dans 10 ans, Monsieur Laurent Alexandre, il sera plus utile d'être très intelligent ou moyennement intelligent, par contre bien équipé d'une bonne IA? Ce sera essentiel d'être très intelligent, très cultivé, d'être courageux et travailleur et de bien savoir orchestrer les IA. Mais si on donne la meilleure des IA à un golden retriever ou un berger allemand, il ne va pas en faire grand-chose parce qu'il n'est pas assez intelligent pour manipuler l'IA. Mon exemple est bien sûr manichéen. Pour les humains, ce sera pareil. Il faut d'abord être intelligent et en même temps bien savoir manipuler les IA qui évolueront selon des formes que l'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Personne n'imaginait les agents tels qu'ils existent en ce printemps 2026. Mais donc la prime est à l'intelligence et à la culture générale, et à la volonté d'agir. Comme le dit le vieil adage français, un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle donc, est dominée par les US. Qu'en est-il de l'Europe? L'Europe est complètement larguée. Hein. Aujourd'hui, les États-Unis sont leaders. La Chine est un petit peu derrière les États-Unis, sauf sur certains segments comme l'open source où les Chinois ont fait des percées importantes, en piquant d'ailleurs... en piquant des trucs au modèle américain, ce qu'on appelle la distillation. Et d'ailleurs, il y a des procès en cours parce que certains modèles chinois comme DeepSeek ont manifestement utilisé pour se construire Anthropic Claude. Mais les États-Unis, les Chinois ne sont pas très loin des Américains. Les Européens sont complètement largués. Il y a des initiatives intéressantes. Mistral a créé un bon modèle qui n'est pas à la hauteur des grands modèles, qui n'est pas à la hauteur des grands modèles américains, mais qui fonctionne bien. Malheureusement, les Européens n'investissent pas assez. La Silicon Valley va bientôt arriver à 2 milliards de dollars de recherche et développement chaque jour en matière d'intelligence artificielle. Les programmes d'investissement sont de 2900 milliards aujourd'hui, rien que pour la Silicon Valley. Et l'Europe n'investit rien. Elle investit très, 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 très peu de choses. Donc les acteurs comme Mistral sont très courageux, ils sont compétents, mais ils sont largués par les sommes folles de pognon que la Silicon Valley investit et que les Chinois investissent également. Et puis la législation européenne, le RGPD et l'AI Act sont
très dangereux pour le développement des startups européennes, parce que les Chinois et les États-Unis n'ont pas le même type de contraintes. C'est ce que vous dites concrètement, les colonies numériques, c'est bien ça? On a une colonie numérique, c'est une réalité. Prenez votre téléphone et regardez ce qui est européen dedans. Quasiment tout est américain. Le téléphone, l'operating system, le magasin d'applications, les applications, la messe est dite. Aujourd'hui, l'IA, c'est bien si on la régule ou on se tire une balle dans le pied? Pour le citoyen notamment. Alors l'IA devrait être régulée évidemment, mais l'Europe a choisi une régulation castratrice qui empêche les acteurs européens de se développer. L'AI Act euthanasie les acteurs européens et au moment où il aurait fallu accélérer. Donc la régulation a été trop précoce et puis elle a été mal construite. Comme le RGPD a empêché la construction de géants européens de la data. L'Europe a choisi de se tirer une balle dans le pied. Est-ce que l'Europe peut changer ? Est-ce que la prise de conscience à Bruxelles du retard immense qu'a pris l'Europe peut conduire à une stratégie moins conne et moins suicidaire? J'espère, mais ce n'est pas certain. Et le retard est considérable. Ouais, le retard est con. Ouais, c'est colossal. Toute la politique est à l'encontre, en fait, et notamment le capital d'investissement. Le capital d'investissement, il est très limité. Il est très limité. Le capital en Europe n'est pas investi dans la tech, il est investi dans des entreprises traditionnelles. Donc le marché financier est plus petit et en plus il est orienté vers les entreprises et les secteurs traditionnels. C'est pareil pour la recherche et développement. La majorité de la recherche et développement en Europe, elle est orientée vers la mécanique et l'automobile. La grande majorité de l'investissement en recherche et développement aux États-Unis est sur la génétique, les biotechnologies et l'intelligence artificielle. Donc, les États-Unis investissent massivement sur les technologies de demain. L'Europe investit sur les technologies du XXe siècle. Le résultat est là et il est catastrophique. Donc, concrètement, tout à l'heure, on a parlé de la France, que la France a une belle société. Est-ce que la France peut encore a encore sa carte à jouer? Oui, rien n'est jamais perdu. Si on se mettait à travailler très dur en France et en Europe aujourd'hui, on pourrait rattraper notre retard en intelligence artificielle en 20 à 30 ans, d'ici 2050-2060. Mais il est illusoire de penser qu'on va rattraper un aussi grand retard en 5 ans, même en 10 ans. Et en plus, l'Europe n'a pas commencé à courir. Elle n'a pas changé son marché financier. Elle n'a pas réécrit l'AI Act, le règlement sur l'intelligence artificielle. On en est loin. Et en plus, on voit les sénateurs en France qui ont voté une loi pour bloquer complètement l'entraînement des intelligences artificielles en permettant à tous les créateurs d'œuvres d'attaquer les modèles d'intelligence artificielle en supposant que leur œuvre a été utilisée dans l'entraînement des intelligences artificielles. Ce serait la mort de Mistral qui serait obligé de déménager soit à Londres, soit aux États-Unis. Alors moi, il y a un sujet qui me passionne, monsieur Laurent Alexandre. C'est sur la santé, et vous dites que concrètement, l'intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle, les humains vont pouvoir vivre beaucoup plus longtemps, et même voir peut-être tuer la mort. C'est la conviction de la Silicon Valley. Si vous prenez ces dernières semaines, Dario Amodei, le créateur de Claude Anthropique, et qui est accessoirement biologiste, a expliqué sa conviction qu'en 2032-2035, l'espérance de vie aura déjà doublé. C'est-à-dire de moins de 10 ans. C'est-à-dire que des humains pourront déjà, dans 5 à 7 ans, vivre 150, 160 ans. Et Elon Musk lui-même a dit que d'ici 2035, l'espérance de vie pourra avoir doublé et que des humains qui vivront en 2035 pourront déjà vivre 150 à 60 ans. Quant à Demis Hassabis, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Google et qui est le fondateur d'AlphaGo, le logiciel d'intelligence artificielle qui a gagné au jeu de Go, mais qui est aussi le créateur d'AlphaFold, qui est l'intelligence artificielle qui a déterminé la structure en 3 dimensions des 200 millions de protéines sur Terre, ce qui a valu à Demis Hassabis le prix Nobel de chimie 2024. Eh bien, Demis Hassabis a expliqué à de nombreuses reprises cet automne et puis cet hiver
que l'intelligence artificielle allait permettre de guérir la totalité des maladies humaines avant 2035-2040. Toutes les maladies génétiques, toutes les maladies liées au vieillissement, les cancers, la totalité des 100% des cancers, et les maladies neurodégénératives comme le Parkinson et l'Alzheimer. Il a réaffirmé récemment qu'il est convaincu qu'avant 2040, donc on aura non seulement guéri toutes les maladies grâce à la super intelligence artificielle, mais on aura également trouvé le moyen de rajeunir les cellules et les organismes, c'est-à-dire de rajeunir au lieu de vieillir quand le temps passe. Donc ce rétro-vieillissement, cet arrêt du vieillissement, puis le rajeunissement de nos organismes serait une révolution complète pour la médecine. La médecine n'a jamais eu pour objectif de rendre les gens immortels. Elle a eu pour objectif de les faire vieillir moins mal, avec moins de souffrance, en essayant de combattre les maladies. Là, c'est un changement complet de cadre intellectuel et philosophique pour la médecine. Oui, tout change. Et vous y croyez vraiment, vous, à ça ? Je ne sais pas si la Silicon Valley a raison de dire qu'on vivra 160 ans dans 10 ans, mais la super intelligence artificielle qui arrive va transformer la médecine. Alors, elle va marginaliser les médecins, elle ne va pas les tuer, mais elle va les changer. C'est-à-dire, les médecins ne feront plus de diagnostic, comme je disais tout à l'heure, ils ne feront plus les ordonnances, c'est la super intelligence artificielle qui les fera. Mais le rôle du médecin sera d'organiser les intelligences artificielles, de les choisir, de les manager, donc, etc. une meilleure organisation. De les interfacer. Donc, mais c'est un bouleversement pour les médecins, et puis c'est une blessure narcissique. Comme l'arrivée de robots humanoïdes autonomes faisant de la chirurgie va être un traumatisme pour mes collègues chirurgiens. Donc la médecine va beaucoup changer, mais la société derrière va beaucoup changer. Une société où la mort recule est une société très, 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 très différente, avec des conséquences religieuses importantes. Qu'est-ce qui vaut mieux rejoindre Dieu qui n'existe peut-être pas rapidement ou grâce au Dieu technologique qu'est l'intelligence artificielle, devenir immortel, ce sera un supplice de Tantale pour les gens croyants qui souhaitaient se rapprocher de leur Dieu. Et donc, du coup, encore une fois, je reviens, toutes ces technologies-là, notamment sur la longévité, est-ce que tout le monde y aura accès ou que les élites ? Parce que c'est toujours le sujet. Alors, l'intelligence artificielle, tout le monde y a accès, elle est quasi gratuite. Il y avait un rapport très intéressant du Sénat français il y a 30 ans qui expliquait que le téléphone portable, il y en aurait 500 sur Terre. Ce serait pour les présidents, les premiers ministres, les chefs des multinationales, et que c'est une technologie qui resterait limitée à une extrême élite. Aujourd'hui, tout le monde l'a. On a montré que tout le monde a le téléphone portable. Les technologies de longévité, ce sera la même chose. Leur coût baissera beaucoup. Si vous prenez le séquençage de l'ADN, le premier séquençage de l'ADN a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est entre 100 et 1000 dollars. Il y a une division incroyable par plus d'1 million du coût du séquençage ADN. Et bien pour toutes les technologies biomédicales et les technologies de la longévité, on aura la même chose. Elles seront coûteuses au départ et puis leur coût s'effondrera comme le coût des ordinateurs s'est effondré sur les 50 dernières années. Très bien. Et du coup, donc concrètement, par rapport à ce que vous dites, il n'y aura pas d'inégalité biologique au niveau des humains. Alors il pourrait y avoir une inégalité entre ceux qui voudraient utiliser ces technologies et ceux qui, pour des raisons religieuses ou philosophiques, décideraient de ne pas utiliser ces technologies-là. Comme il y aura des écarts dans les technologies d'augmentation cérébrale entre les parents qui souhaiteront augmenter le cerveau de leurs enfants grâce à ces technologies-là et ceux qui préféreront faire des bébés naturellement. Mais ce ne sera pas lié au fait que la technologie est chère ou rare, ce sera lié au fait que certains, pour des raisons philosophiques ou religieuses, souhaiteront rester des humains traditionnels et non pas devenir des hommes 2.0. Et vous serez pour que des gens vivent en moyenne 150 ans et d'autres 85 ans ? Je trouve que c'est plus cool de vivre 250 ans en bonne santé que de mourir de son Alzheimer à 60 ans dans un mouroir. C'est votre conviction. Je pense qu'il faut être
assez cinglé pour préférer crever d'un Alzheimer à 60 ans que de vivre en bonne santé 200 ans. Oui, bien sûr. Bien sûr. À part si on est vraiment très 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 masochiste ou qu'on n'a jamais vu ce qu'est une maison pour personnes âgées dépendantes. Tout à fait. Monsieur Laurent Alexandre, aujourd'hui, vous l'avez répété à plusieurs reprises, concrètement, pour vous, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui de faire des études de médecine. Telles que les études de médecine fonctionnent aujourd'hui, je considère que ça n'a pas de sens. D'accord. Mais les facultés de médecine vont se moderniser. Le statu quo est intenable. Donc ce que je dis pour aujourd'hui n'est pas forcément bon pour 2030. Peut-être que les facultés de médecine vont changer. Je changerai mon point de vue. Ce qui est certain, c'est que les études sont trop longues. En France, 10 ans pour être généraliste, ça n'a aucun sens. On déconne complètement. La technologie change trop vite pour qu'on fasse 10 ans d'études en une fois. Il faut des études beaucoup plus courtes, maximum 4-5 ans pour être médecin, maximum 4-5 ans, c'est-à-dire pour savoir orchestrer des intelligences artificielles, et puis des formations tout au long de la vie, obligatoires. Ça me paraît un bien meilleur système que de faire one-shot 10 ans d'études, ce qui est trop long compte tenu de... Et vous garderez toujours le concours à l'entrée ? Si vous êtes ministère de l'Éducation, par exemple? Je pense que si on veut que les gens aient un diplôme de docteur en médecine et soient capables d'orchestrer des intelligences artificielles, il faut qu'ils aient certaines capacités cognitives. Donc, on ne va pas permettre à tout le monde d'exercer la médecine. Alors, on a essayé ça. Ça a été essayé de supprimer... Justement. De supprimer tout contrôle à l'exercice de la médecine. Dans le cadre des lois Le Chapelier, en 1791, en France, la Révolution a supprimé l'Académie de médecine, elle a supprimé l'Académie de chirurgie, elle a supprimé les facultés de médecine, et elle a permis à tout le monde d'exercer la médecine. Donc on a vu des jardiniers médecins, on a vu des laveurs de carreaux médecins, on a vu des cantonniers médecins. Ça a été une réelle catastrophe. Et on est vite revenu à la sélection en ne permettant pas à tout le monde d'exercer la médecine. Donc je crois que quand les études de médecine auront été rénovées, je pense qu'il faudra maintenir une barrière à l'entrée. Donc quand les études de médecine seront rénovées, dans votre vision à vous, sur 4-5 ans, plus tard, du coup, le médecin, donc je reviens sur ma question, le médecin sera toujours, du coup, un praticien ou il sera simplement un superviseur de l'intelligence artificielle? Il sera un superviseur de l'intelligence artificielle, mais il aura un rôle psychologique aussi. Mais je n'imagine pas que ma profession soit autorisée à faire un diagnostic et à faire une ordonnance en 2035 sans l'autorisation de l'intelligence artificielle. Je ne l'envisage pas. La société ne l'acceptera pas parce que l'IA est meilleure que les médecins. Et puis la technologie. Et on considérera que c'est une perte de chance pour les malades. Et effectivement, ça va être un traumatisme pour ma profession. Monsieur Laurent Alexandre, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous allez trop loin ou pas assez dans vos propos, d'une manière générale Je vais là où sont mes convictions. Je suis convaincu de ce que je raconte. Quand j'ai écrit il y a 10 ans La guerre des intelligences, et où je décrivais assez bien ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que je disais n'était pas un propos clivant pour choquer, c'était ma conviction. Quand j'ai écrit des livres sur l'évolution des géants californiens, il y a déjà plus de 15 ans, et sur le fait que les grandes entreprises de la Californie allaient devenir des acteurs géopolitiques avec un immense pouvoir mondial, j'en étais convaincu. Et l'avenir m'a un peu donné raison. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, par rapport à vos propos, sur tout ce qui va se passer demain, vous êtes convaincu que concrètement... Je suis toujours convaincu de ce que je dis. Parfois, je me trompe et je le dis. D'ailleurs, j'avais fait une série d'articles sur mes erreurs. Mais globalement, mon track record, depuis 30 ans, depuis 1995, ce que j'ai écrit sur le numérique, sur l'Internet et sur l'IA, c'est plutôt bien réalisé. Donc, j'incite les gens à
à relire ce que j'écrivais à partir de 1994 sur ces sujets-là. Mmh. Globalement, j'ai assez vu juste sur l'immense importance du web et sur le pouvoir que les acteurs de la Silicon Valley allaient créer. Vous faites peur volontairement, monsieur Laurent Alexandre? Pas du tout. Je dis ce que je pense. Et je le dis parfois peut-être un peu tôt. La guerre des intelligences, il y a 10 ans, était un peu précoce par rapport au développement des LLM. Mais j'étais convaincu de ce que j'écrivais dans la guerre des intelligences et l'arrivée d'une compétition cognitive entre les humains et puis les intelligences artificielles. Et d'ailleurs, dans ce livre, je décrivais l'échec à venir de l'éducation. J'expliquais qu'à mon avis, l'éducation n'arriverait pas à rendre les gens compétitifs face à l'IA, et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes optimiste ou profondément inquiet par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, les infrastructures d'aujourd'hui et de demain? Moi, je suis plutôt un optimiste. Je ne crois pas à la fin du monde. Je ne suis pas Greta Thunberg réincarnée réincarnée en homme. Donc, je ne crois pas à la fin du monde. En revanche, il y a des challenges importants, et notamment des challenges sociaux et politiques qu'on n'a pas commencé à ouvrir. Parce que l'éducation nationale est un mammouth très lent qui n'arrive pas à changer. L'expertise en intelligence artificielle au ministère de l'Éducation nationale, elle est merdique, elle est indécente. Les ministres de l'Éducation passés étaient nuls en IA et ils ne s'intéressaient pas au sujet. C'est pas spécifique à l'éducation. La plupart des ministres ne savent pas se servir de Claude ou de ChatGPT. Le monde politique dans son ensemble est très technophobe, il est pas du tout geek, il est très en retard. Donc ça m'inquiète. J'espère que ça va changer et j'espère que le sujet sera à l'agenda de l'élection présidentielle de 2027 et que pour une fois, on va se saisir de ces sujets-là et notamment des sujets éducatifs parce qu'il faut revoir intégralement l'éducation de nos gamins. Et en tant que père de famille nombreuse, je trouve lamentable que l'éducation et l'université et la formation professionnelle des adultes soient aussi nulles et ne se rénovent pas. Qu'est-ce qui changerait les choses, à votre avis, au niveau politique? Il faut mettre des meilleurs à la tête des ministères qui s'occupent de l'éducation, de la formation, des universités, des gens qui connaissent la technologie. Et pas des gens qui sont prisonniers des syndicats, d'enseignants, qui sont prisonniers des vieilles routines. Il faut du sang neuf. Il faut mettre des gamins qui comprennent l'IA à des postes de responsabilité politique. Arthur Mensch, le président fondateur de Mistral, qui est dans le début de la 20h, ferait un excellent ministre de l'Éducation, bien meilleur que les derniers ministres de l'Éducation. Médecin, énarque, vous êtes aussi donc entrepreneur. Qu'est-ce qui vous fascine le plus aujourd'hui dans l'intelligence artificielle? Mais vraiment le plus, s'il y a un mot. La progression exponentielle, très rapide. Et la capacité à comprendre le langage humain et à manipuler le langage humain à un degré de finesse extraordinaire. C'est d'ailleurs ça qui fait que des gens tombent amoureux des intelligences artificielles. C'est que l'IA parle avec un langage complètement humain. Et qu'est-ce qui vous inquiète le plus? L'inadaptation sociale. La gilet-jaunisation de la société dont je parlais tout à l'heure. On envoie au casse-pipe les gamins parce qu'on ne rénove pas l'université. Oui. On envoie au casse-pipe les classes moyennes et populaires que l'on ne prépare pas du tout au choc de l'intelligence artificielle. Et le monde politique n'a pas commencé à ouvrir le dossier. Si vous prenez les derniers ministères, on avait à leur tête des gens qui ne comprennent rien à l'intelligence artificielle, que ça n'intéresse pas, et qui n'ont pas fait de l'intelligence artificielle un sujet politique et un sujet de réorganisation administrative, de l'appareil d'État, de l'éducation, etc. Donc ça m'inquiète beaucoup.
la nullité technologique des élites politiques m'inquiète. Est-ce que vous avez une prédiction dans 10 ans, vous personnellement, que personne n'y croit aujourd'hui? Moi, j'avais fait une prédiction il y a déjà plus de 10 ans sur le fait que la sélection embryonnaire intellectuelle allait se développer. Et aux États-Unis, se multiplient les entreprises qui, à partir du sperme et des ovules des deux parents, fabriquent plusieurs embryons, analysent l'ADN des embryons et réimplantent dans l'utérus de la femme le bébé qui va être le plus intelligent, en analysant les variants génétiques qui expliquent l'intelligence. Et j'avais prédit dans la guerre des intelligences que ça arriverait. Et que face à l'intelligence artificielle, beaucoup de parents souhaiteraient augmenter l'intelligence de leurs enfants par des technologies bioélectroniques ou par des technologies génétiques. Il y avait un chapitre entier de la guerre des intelligences qui était là-dessus. Et j'ai donné l'exemple d'Alexander Wang, le chef de l'intelligence artificielle chez Mark Zuckerberg, qui attend les technologies d'augmentation cérébrale pour faire des bébés. Et aux États-Unis, on voit la multiplication des startups qui proposent ça. Et un sondage réalisé par la revue Science, qui est la plus grande revue scientifique au monde avec Nature, montre que 38% des Américains souhaitent utiliser cette technologie pour augmenter l'intelligence de leur enfant. À l'ère de l'IA, ça leur paraît normal. Et ça, c'est une prédiction que j'avais faite il y a 10 ans et qui semblait complètement dingue à l'époque et qui est en train de se réaliser extrêmement vite parce que l'intelligence artificielle galope et que les parents se demandent comment faire pour que leurs enfants ne soient pas écrabouillés, dépassés par l'intelligence artificielle. Et du coup, une nouvelle prédiction que vous pourrez faire dans 10 ans, du coup. Là, aujourd'hui, tout de suite. Dans 10 ans. Que personne n'y croit. Aujourd'hui. Grande question. Non, mais des prédictions. Je pourrais dire que les robots humanoïdes se multiplieront, mais aujourd'hui tout le monde en est convaincu. Ça n'est pas une surprise. Je dirais pas 10 ans, mais je dirais 2050. Ce que je disais il y a 10 ans sur le génisme intellectuel, hein, et je ne m'en félicite pas, c'est un constat, hein, une prédiction que je faisais et un constat qui se réalise aujourd'hui. En 2050, je pense qu'on déconseillera formellement aux parents de faire des bébés normalement, parce qu'un bébé normal n'aura aucune chance sur le marché du travail face à l'intelligence artificielle. Et je pense que l'État poussera massivement à la sélection embryonnaire et à la modification intellectuelle des bébés pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Pas 2035, mais en 2050, je pense que ce sera quasiment obligatoire. D'abord parce que certains pays le feront, et si la Chine fabrique des petits génies à la chaîne, eh ben nos gamins n'auront pas d'autre choix que de subir le même sort si on veut qu'ils aient une place dans la société de 2050, qui ne sera pas une société bisounours, qui sera une société cruelle, où il y aura assez peu de place pour les gens moyens sur le plan intellectuel, parce que certains pays feront de l'eugénisme intellectuel, qu'on s'en félicite ou qu'on trouve ça absolument horrible, hein, et puis à cause de l'IA. C'est fascinant. Et du coup, on est quoi? On est en 2026? Ouais, en 2031, dans 5 ans, c'est l'humain ou l'IA qui gagne? C'est l'IA. Et d'ailleurs, on va très vite voir que il faut mettre l'IA au cœur des entreprises et pas les humains. Les entreprises qui vont, de façon démagogique, dire « je mets l'humain au cœur de mon entreprise » vont crever la gueule ouverte et vont déposer le bilan. Seules les entreprises structurées autour de l'IA ont une chance. C'est clair. Et ça, c'est très choquant. Ça, mais si on veut tuer son entreprise, il faut mettre l'humain en son cœur. Si on veut qu'elle se développe, il faut mettre l'IA en son cœur.
pour avancer avec les évolutions technologiques. Mais c'est psychologiquement inquiétant, oui. Et un peu choquant. Eh bien, merci, monsieur Laurent Alexandre. Merci beaucoup. Ce fut un très beau podcast. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance.